I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous, c'est la surprise du chef. Moins d'un mois après son rapport sur les défaillances du programme Al-Hoceima, phare de la Méditerranée, Driss Jettou, le président de la Cour des comptes, sort un rapport état de santé de la fonction publique. Ouh, il n'est pas bon, ce bilan santé. L'administration est chère et obèse. Sa masse salariale représente 12% du PIB, un record dans la région. Et elle a beaucoup augmenté, cette masse salariale, depuis 2008. Alors, au moment où un nouveau modèle de développement économique est en réflexion, où la reddition des comptes est réclamée, il est urgent de dégraisser le mammouth. Comment? Que recommande la Cour des comptes? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Saïd Tahiri, bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. Amine Dury également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième période, nous parlerons du Bitcoin, cette monnaie virtuelle la plus populaire des monnaies virtuelles, 9 ans après sa création. 9 ans. L'Office d'échange, BAM, et le ministère de l'économie et des finances interdisent officiellement son utilisation et prévient des dangers d'utiliser ces monnaies. Alors quel problème posent ces monnaies virtuelles? Il faut savoir qu'au Maroc, il n'existe aucun chiffre officiel sur le montant des transactions en monnaie virtuelle, mais certains experts estiment tout de même que ces transactions dépasseraient les 200 000 $ par jour. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Comment dégraisser le mammouth de l'administration publique, de la fonction publique? Il coûte cher, ce mammouth, il est cher et obèse. C'est ce que nous dit l'économiste, c'est ce que dit en gros la Cour des comptes dans un rapport publié dans la nuit de lundi à mardi. On va d'abord très rapidement établir les grandes lignes de ce rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'elle nous dit, tout simplement? Et puis ensuite, on ira sur les recommandations et sur la question principale du dégraissement. Saïd Tahiri, 12% de la masse salariale du PIB aujourd'hui. C'est énorme. C'est énorme, 12% de masse salariale du PIB, 120 milliards de dirhams, à peu près une croissance de 5,3% chaque année, alors que le PIB a augmenté en moyenne sur les 8 dernières années de 3,9%. Un salaire moyen dans le public qui est autour de 7 000 dirhams, quand dans le privé il n'est même pas de 5 000 dirhams. Mais ce constat n'est pas nouveau. Déjà en 2016, rappelez-vous, Driss Jettou lui-même en parlait devant le Parlement et faisait effectivement état de ces dysfonctionnements dans le fonctionnement de la fonction publique et dans les salaires donnés au niveau de la fonction publique. Je rappellerai aussi que le discours de Sa Majesté, aussi bien à la fête du trône que lors de l'inauguration de la session parlementaire, où on faisait état effectivement d'un certain nombre de dysfonctionnements, finalement on a quoi comme constat et comme image? On a une équation assez complexe entre le rendement et la rémunération au niveau de la fonction publique. Un fonctionnaire qui est réputé incompétent, qui ne travaille pas bien, mais des fonctionnaires aussi mal dispatchés, mais qui est trop bien payé par rapport à ce qu'il fait déjà, trop bien payé par rapport aux pays voisins, même des pays qui sont dits développés. Il représente un poids important. On a parlé des chiffres tout à l'heure. 3 fois son salaire, ou cette masse salariale, elle est de 3 fois le PIB par habitant. C'est juste énorme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je crois que il faut partir d'abord des causes. Nous avons hérité d'un système, depuis le protectorat français, il faut le rappeler, nous avons hérité d'un système d'évaluation, de promotion qui est basé sur le grade, qui est basé sur l'échelle. Ce système ne peut pas fonctionner. On le dit depuis un certain temps déjà.
un certain nombre d'études le disent. Il y a des études qui sont basées aujourd'hui sur des référentiels d'emploi et des compétences qui doivent être prises en considération pour une refonte du système d'évaluation, de promotion au niveau de la fonction publique. C'est ce travail qui existe, les études sont là, les démonstrations sont faites, mais qui n'est toujours pas opérationnel. Oui, c'est ça le cœur du problème. Et quand on lit le rapport de la Cour des comptes, alors c'est pas dit de manière claire, noir sur blanc, mais on le ressent clairement. Il y a une certaine opacité, une certaine autonomie de l'administration publique en dehors de l'État, qui fait que le système des rémunérations, le système des promotions également, a été fait de manière autonome, sans contrôle de l'État, mine de rien. C'est assez inquiétant tout de même. Oui, effectivement, ça c'est une des problématiques. Je voulais juste revenir sur un petit point. Quand vous avez introduit le sujet, vous avez parlé de dégraisser le mammouth, une expression qui est typiquement française, puisqu'ils ont exactement le même problème. Et en fait, c'est pourquoi on parle de la même chose? Parce qu'en fait, c'est aussi une question de discours idéologique. On a après aujourd'hui, il y a différentes familles économiques qui s'affrontent. Il y a le keynésianisme d'un côté, le libéralisme de l'autre. Aujourd'hui, clairement, le Maroc est dans la famille avec la France du keynésianisme, c'est-à-dire que l'État intervient à tout va dans l'économie, via les investissements publics, via justement l'administration, essayer de résorber le chômage qui est assez important aujourd'hui au Maroc, qui est même très important. Et parfois, souvent, mais sans efficacité. On le voit, des dépenses qui sont faites sans efficacité. Exactement, il se pose cette problématique de l'efficacité. C'est pas tant la question de la masse salariale qui est importante, c'est cette question de la productivité. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui travaillent aujourd'hui? Parce que effectivement, les salaires ont augmenté, mais en termes d'effectifs, c'est resté, ça a augmenté, mais de manière relativement stable. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Et effectivement, se pose la question des horaires travaillés, se pose la question du mode de promotion. Premier point cité par la Cour des comptes, les horaires travaillés. Attention, il va falloir bien réglementer ces horaires travaillés par les fonctionnaires. Il faut plus de fonctionnaires fantômes. Il faut plus de fonctionnaires qui s'absentent pendant 1 heure ou pendant 2 heures ou pendant 3 heures, qui viennent tard, qui partent tôt. Il faut en finir avec ça. C'est le premier point que la Cour des comptes dit. Mais vous imaginez que rien que dans le rapport, dans la synthèse du rapport, rien que dans le département de l'éducation nationale, il y a plus de 400 000 jours hommes perdus, des absences. C'est énorme d'être dans un pays qui est dans une dynamique de développement, où on a besoin effectivement d'éduquer. C'est des points de PIB qui sont perdus. C'est des points de PIB c'est des années de travail qui sont perdus. Bien sûr. Amine Diori. Non, effectivement, et évidemment, ça fait partie. Alors la problématique est là, mais ça fait aussi partie des pistes de solutions pour justement régler ce poids de la fonction publique. Effectivement, il y a plusieurs possibilités pour justement pour rendre plus efficace. C'est dans un premier temps la refonte du système de rémunération, du mode de promotion. Oui. Alors la promotion par la compétence, par le mérite plutôt que par l'ancienneté. Donc ça, c'est un changement de paradigme qu'il va falloir complètement. faire. La France, d'ailleurs, qui est connue pour son administration, est en train d'y arriver, justement. On parle de plus en plus de système au mérite plutôt que à l'ancienneté. Et ça changera beaucoup de choses, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'administration marocaine, une très grande partie de l'administration fait partie des hauts grades, en termes d'ancienneté, fait partie des hauts grades, ce qui fait que la rémunération est très élevée. Si on change de paradigme et que c'est fait par rapport à la compétence et au mérite, on verra des choses beaucoup plus évoluer et s'améliorer pour l'administration. Et troisième point proposé par la Cour des comptes, c'est obliger les administrations à se conformer à la simplification des procédures. Ça, c'est une proposition également que fait le rapport de Driss Jetou, Saïd. C'est un gain énorme en productivité, on revient encore une fois, mais là je reviendrai quand même à quelque chose qui est très important. Il existe aujourd'hui un référentiel des emplois et compétences qui a été fait par le ministère de la fonction publique, un modèle RECA qui est aujourd'hui, qui existe sur les papiers, mais très rare sont les départements ministériaux qui ont essayé de l'opérationnaliser, de le mettre en place. C'est des points de PIB perdus. Pourquoi on a eu peur de la grève? D'abord, et ça c'est très important, merci pour cette remarque, parce qu'elle est vraiment très importante. Ça nous renvoie à une logique aujourd'hui dans la prise de décision de certaines politiques publiques, où on veut privilégier des contraintes sociales par rapport à des contraintes économiques et des contraintes de productivité. On a besoin de résorber le chômage.
chômage, oui. On a peur des manifestations ou des blocages, et on essaie un petit peu de recruter des personnes, même si réellement on n'en a pas besoin, dans des postes où ils peuvent être peut-être redéployés ailleurs. Il y a des besoins sur des postes qui ne sont pas satisfaits, et il y a des postes où il y a une présence qui est plus que satisfaisante. Et ça, c'est très important parce que ça rend compte un petit peu de la logique prise par le politique. Aujourd'hui, maintenant, la Cour des comptes a fait son travail. Elle a fait son rapport. Ce rapport, il va être également remis à Sa Majesté. Mais d'abord, le chef du gouvernement doit prendre ses responsabilités et dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire face à ces dysfonctionnements et pour faire face à ces problèmes au niveau de la fonction publique. Alors, on fait un topo. Il va falloir donc contrôler les heures et établir vraiment un contrôle strict de ces heures, améliorer le recrutement également des fonctionnaires, un système de promotion basé sur tout simplement le mérite, la performance et la compétence, revoir donc la gouvernance des réformes de la fonction publique, enclencher une déconcentration administrative effective. Alors pour cela, la Cour des comptes propose notamment des mécanismes incitatifs. Ça fait penser à une ancienne mesure qui avait fait un peu blocage au niveau des enseignants stagiaires. On voulait les dispatcher un petit peu dans les milieux ruraux, et puis il y avait eu un blocage par rapport à ce dossier-là. 13 recommandations au total, mais la tâche va être difficile pour le gouvernement. Il va falloir mener ça en toute finesse, Amine Duri, non ? Effectivement, quand on parle de dégraisser le mammouth, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, socialement très difficile. Il y aura des contestations, des risques syndicaux. Donc il va falloir être pédagogue. Il va falloir expliquer aux fonctionnaires. Ça n'est pas possible dans la situation actuelle. D'où dialogue social. Le dialogue social, c'est ça. C'est vraiment le mot le plus important. Vous avez presque oublié ce dialogue social. Oui, ça a été terrible. Parce qu'il est où ce dialogue social ? Non, mais c'est vrai. Non, mais aujourd'hui, le politique doit vraiment jouer son rôle. Et le politique, c'est pas uniquement le gouvernement, c'est l'ensemble des composants de la société. C'est les syndicats, c'est le patronat, c'est le gouvernement qui pilote un petit peu tout ce projet. Est-ce que ça va être enfin ? De concertation qui doit être fait. Nous avons des syndicats qui sont responsables, et des responsables syndicaux qui sont responsables. Nous avons un patronat qui est extrêmement responsable, et nous avons un gouvernement qui doit faire son travail de pilotage. Est-ce que ça va être enfin l'occasion de renouer un dialogue social qui est en pause depuis bien longtemps, avec les syndicats et le gouvernement, Amine Duri, ce rapport de la Cour des comptes sur la fonction publique, ça peut être une occasion. Ça doit être l'occasion, effectivement, ça doit être l'occasion de pouvoir renouer le lien entre ces parties. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, quand nos jeunes étudiants voient ces rapports, voient ce qui est publié aujourd'hui, c'est un énorme appel d'air vers l'administration. Aujourd'hui, un pays, pour se développer, il n'a pas besoin de fonctionnaires, il a besoin de gens qui travaillent dans le privé. Quand on voit qu'il y a un écart aujourd'hui de 50% entre ce que touche le salaire moyen dans le public et dans le privé, mais évidemment, moi je suis étudiant, je me dis je vais m'engager dans l'administration. Or, c'est absolument pas ce qu'il faut pour le développement de notre économie. Il faut que les jeunes qui entendent ça se dirigent vers l'entreprise. C'est ça le développement. Les jeunes désirent être fonctionnaires. D'après plusieurs études, il y en a presque 60% qui désirent être fonctionnaires. Mais c'est normal. Quand vous voyez les chiffres sont clairs. Ouais. 7 000 dirhams contre moins de 5 000 dirhams. Pratiquement 17 pour 1000 des salariés sont des fonctionnaires. C'est énorme, c'est juste énorme. La sécurité de l'emploi, la retraite, enfin bon, c'est un certain nombre d'avantages. Mais la retraite, là aussi, on s'est entendu au sein de l'administration pour parfois prendre la dernière année pour mesurer son équivalence pour la retraite. Comment dégraisser le mammouth qui est la fonction publique ? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Amine Duri, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Rebonjour Landry. Saïd également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour Landry. Acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. On se pose cette question parce que tout simplement la Cour des comptes recommande de dégraisser ce mammouth, masse salariale trop importante, 12% du PIB, on le disait tout à l'heure, et on passait en revue les principales recommandations de cette
Cour des comptes, on va en citer, reciter quelques-unes, un contrôle plus élargi sur les horaires des fonctionnaires, améliorer la qualité des prestations publiques, obliger les administrations à se conformer aux mesures de simplification des procédures, enclencher une déconcentration administrative effective et puis professionnaliser le recrutement dans l'administration publique. Se pose la question de et maintenant. Ça a été pour ce gouvernement, ça va être délicat à gérer ce dossier. Il y a aussi une recommandation de taille, celle de l'application d'un modèle qui existe aujourd'hui, celui du RECA, celui d'un référentiel des emplois et des compétences, qui permet effectivement d'évaluer, de promouvoir sur la base des compétences et non pas sur une base statique de l'échelle et de grade qui est aujourd'hui appliquée. Maintenant, au gouvernement de prendre ses responsabilités et de pousser les différents départements ministériaux à mettre en place et à opérationnaliser ces mesures. Ouais, est-ce que ça va prendre du temps? On peut s'imaginer que le dialogue social, là, si on doit en entamer un, ça va être délicat. Écoutez, le temps est une composante avec laquelle il faut composer, et quelque chose avec laquelle il faut composer. Mais cela fait tellement de temps qu'on parle de ces dysfonctionnements de la fonction publique et on voit rien arriver. À un moment donné, on disait que la solution pourrait être par magie les départs volontaires. L'évaluation qu'on en fait aujourd'hui, c'est qu'effectivement il y a eu une action, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur cette opération de départ volontaire, et finalement on revient au même cycle de dysfonctionnement qui revient à chaque fois. C'est une solution provisoire. C'est une solution qui ne peut être que provisoire. Le mal est beaucoup plus important. Mais l'expression de dégraisser le mammouth me plaît énormément parce qu'il s'agit de résoudre les problèmes un à un. On peut pas effectivement venir et tout régler d'un seul coup. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des partenaires sociaux, des partenaires économiques, en l'occurrence le patronat et les syndicats qui sont là, qui sont à l'écoute et qui peuvent être dans une bonne concertation, dans une bonne dynamique avec le gouvernement, à chacun de prendre ses responsabilités. Crédibiliser l'évaluation, c'est ce que vous disiez, ce que dit la Cour des comptes, et puis lier l'avancement et la promotion au mérite. C'est peut-être là la clé. On va pas toucher forcément au salaire, en tout cas au salaire de ceux qui sont établis, mais surtout à ce système de promotion, de rémunération, à minorité. Oui, effectivement, ça me semble être la piste la plus intéressante, avec évidemment la question des horaires, parce qu'à mon avis, si par exemple on part sur une autre proposition qui peut être ça va être travailler normalement pour gagner moins, pardon. C'est pas travailler plus pour gagner plus, là. Ça va être travailler normalement pour gagner moins ou gagner plus si vous êtes performant. Ça dépend, bien évidemment. Oui, c'est important de mettre un système de performance. Je voudrais justement, on parle de le côté négatif de l'administration, mais il y a des choses qui sont positives. Je parlerai par exemple de l'exemple de la DGI, avec la digitalisation de cette administration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Grâce à la télédéclaration, grâce justement à la digitalisation, ça a permis justement de bouger une grosse partie des effectifs qui travaillaient justement dans le recouvrement de ce qu'on doit payer, ouais, des impôts, et ça a permis de les concentrer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. C'est ça l'administration de demain, c'est-à-dire plus de digital et une reconcentration des effectifs vers quelque chose qui rapporte plus à l'État. Ça a été terrible. Non, je suis parfaitement en phase avec cela. Aujourd'hui, on est dans une ère où effectivement le digital devient extrêmement important. On a déjà dans le projet de loi de finances de 2018 de nouvelles mesures qui vont effectivement dans ce sens. Il faut effectivement prendre l'exemple et essayer de généraliser ça à l'ensemble des administrations. On peut améliorer le confort de travail des fonctionnaires et en même temps peut-être encourager la mobilité de ces fonctionnaires. C'est une piste grâce au digital. Il faut penser à la productivité. Il ne faut plus continuer à recruter pour des raisons sociales. Il faut recruter pour des raisons de productivité et pour des raisons économiques. On a besoin d'un poste, on recrute pour ce poste. Aujourd'hui, malheureusement, ou du moins pendant un certain nombre d'années, la logique de recrutement, depuis un certain printemps arabe en 2011, était beaucoup plus orientée vers une paix sociale. C'est pas la bonne réponse aux problématiques économiques et de développement de notre pays. Tout simplement parce que ça n'est pas soutenable. Il y a aussi la question qui est liée, la question des retraites,
des fonctionnaires. Et aujourd'hui, on sait déjà, malgré ce qui a été fait, déjà la Cour des comptes dit qu'on a agi trop, que l'ancien gouvernement a agi trop tard, que ça nous coûte grosso modo 20 milliards supplémentaires de dettes pour financer chaque année cette question des retraites. Donc on peut pas continuer à empiler des gens qui ne servent à rien, sachant que derrière on doit aussi payer leur retraite, sachant qu'aujourd'hui il y a 2 actifs pour un inactif. Ça va être le contour va être vite fait. C'est un rythme non soutenable pour notre budget. Il faut créer de la richesse pour pouvoir la partager. C'est juste pour continuer sur ce que disait effectivement c'est Amine Djouri. Et ça fait une belle conclusion. 9h42 sur Atlantic Radio. Dans un instant, on va parler du Bitcoin. Cette semaine, le cours du Bitcoin, cette monnaie virtuelle la plus populaire des monnaies virtuelles, a dépassé les $8 300. C'est son plus haut historique, dopé par l'adoubement progressif du monde de la finance. La crypto-monnaie séduit un grand nombre de curieux qui y voient un moyen de s'enrichir facilement. Mais au Maroc, 9 ans après sa création, eh bien, le Bitcoin est officiellement interdit. Réaction de l'Office d'échange, de la Banque centrale et du ministère de l'économie et des finances. Alors quels risques et quelles opportunités le Bitcoin peut-il apporter? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, coup de cœur. Amine Djouri, qu'est-ce que vous nous avez choisi ce matin? Donc moi, ce sera un coup de cœur. Donc après la loi de finances 2018 qui a vu un certain nombre de nouveautés en matière fiscale, notamment l'introduction de l'IS progressif, il y a une autre révolution fiscale qui est en cours, c'est la refonte du Code général des impôts, qui est déjà ficelé. Il y a eu un travail assez efficace là-dessus puisque ça a réellement commencé en juin de cette année et c'est déjà terminé. Alors ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que voilà, jusqu'à présent, les textes qui étaient compris dans ce Code général des impôts engendraient de nombreux conflits entre la direction des impôts et les entreprises. Grâce à ce nouveau code, justement, ça nous permettra d'enlever ce pouvoir discrétionnaire des inspecteurs des impôts qui jusque-là avaient le dernier mot en matière d'interprétation. Donc c'est une très bonne chose pour les entreprises. Ça a été Eric, coup de gueule, coup de cœur? Ouais, il y a quelques jours, 2 ou 3 semaines, je crois, je faisais une alerte sur ces ondes par rapport à la progression des agressions dans la médina de Marrakech, des agressions de touristes dans la médina de Marrakech. Oui. Il y a 2 ou 3 semaines, c'était des touristes néerlandais. Il y a quelques jours, encore une touriste américaine a été agressée dans une forme d'absence chaotique de la police touristique qui déjà il y a même pas un an on faisait étalage d'un certain nombre de choses qu'ils pouvaient mettre en place, des VTT, une présence assez importante qu'ils manifestaient à l'occasion de la COP22. Aujourd'hui, c'est malheureux de voir des touristes se faire agresser en plein Médina de Marrakech. Ça casse tout l'écosystème de cette ville de Marrakech et d'un secteur important pour notre pays qui est le tourisme. Donc, encore une alerte, encore un coup de gueule. Il faut que chacun fasse son travail. 9h45 sur Atlantic Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantiques. Toujours avec Amine Djouri, responsable PME chez Inforisque, Saïd Tehri, acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. Le Bitcoin, cette monnaie virtuelle la plus populaire, car il en existe tout simplement des milliers des monnaies virtuelles aujourd'hui. 9 ans après sa création, le Bitcoin, première monnaie, l'Office d'échange, Banque Al Maghrib, l'autorité marocaine du marché des capitaux et le ministère de l'économie et des finances interdisent officiellement son utilisation et prévient des dangers d'utiliser ces monnaies virtuelles. Alors quel problème pose ces monnaies? Au Maroc, il n'existe aucun chiffre officiel sur le montant des transactions en monnaie virtuelle, mais certains experts estiment que ces transactions dépasseraient les $200 000 par jour. Avant de passer dans le fond du sujet, peut-être un rappel sur ce qu'est une monnaie virtuelle et ce qu'est le Bitcoin, Amine Djouri. Alors le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qu'on appelle aussi crypto-monnaie. Donc le principe de création de cette monnaie, ça repose sur une technologie qui est le blockchain, qui est une technologie qui repose sur des blocs de transactions codés et authentifiés, et qui se dessinent entre eux. En fait, ce qui est important, c'est que le blockchain a la réputation d'être infalsifiable.
Ça qui est important. Et c'est un moyen de paiement aujourd'hui qui est infalsifiable et qui permet de faire des transactions sans tiers de confiance à côté, c'est-à-dire des banques ou d'autres tiers de confiance comme les notaires ou les huissiers. Donc c'est un système qui est autonome, on peut dire ça. Ouais, sans contrôle donc d'une agence et d'une autorité bancaire. On peut acheter, tout le monde peut acheter des bitcoins. On prend une carte bancaire, on va sur une plateforme bitcoin et puis on achète des bitcoins. C'est aussi facile et simple que ça. Ça a été ri. Je ne pousse pas, hein, je pose la question. Enfin, je reviens juste à cette phrase effectivement de dire, c'est effectivement une monnaie infalsifiable, mais c'est aussi une monnaie qui ne protège absolument de rien. Ouais. Elle est en train d'évoluer dans sa sphère. On peut acheter dans cette sphère et on peut vendre dans cette sphère. Mais cette sphère, c'est finalement quoi? C'est finalement une grosse bulle spéculative qui aujourd'hui est en train d'évoluer d'une manière extraordinaire. Cela fait en quelques années, elle a évolué de 830 000%, puisque effectivement elle a démarré à 1 cent et aujourd'hui elle est à $8 300. C'est une évolution qui est juste énorme. Et donc des millionnaires, des milliardaires, hein, des milliardaires virtuels. On est dans cette sphère virtuelle finalement. On achète peut-être des prestations plus chères que ce qu'on les aurait achetées avec de la vraie monnaie. Donc finalement ça nous permet de nous poser plein de questions par rapport d'abord à cette bulle elle-même, parce qu'un jour on peut être milliardaire, mais un jour si la bulle explose, on a 2 fois rien. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une bulle, Amine Dury, vous diriez bulle vous aussi ou pas? Alors je pense qu'effectivement c'est une bulle. Maintenant il y a aussi certains disent que c'est l'avenir, hein. Oui, alors il y a 2 aspects. Il y a l'aspect technologique qui est une chose, c'est comme Internet et la spéculation qui a eu lieu autour des sociétés Internet au début des années 2000. Il y a eu effectivement une bulle qui a explosé, mais la technologie est restée. Je vous lis un commentaire de Youssef par rapport à ça. Justement, il dit Bitcoin, c'est l'avenir du paiement. Le Japon vient de légaliser il y a quelques jours l'utilisation des Bitcoins comme moyen de paiement, comme tous les autres moyens de paiement, au moment même que le Maroc interdit justement cette monnaie. Et j'irai plus loin. L'État de Singapour est en train de créer une crypto-monnaie et la Suède veut carrément digitaliser toute sa monnaie. Donc c'est pas quelque chose de complètement irréaliste, c'est quelque chose de très proche même. Bon. On peut se poser la question, pourquoi l'interdiction officielle 9 ans après sa création par la Banque centrale, par l'autorité du marché des capitaux, par l'office d'échange? En fait, Amine, il pose la bonne question. Il faut qu'il y ait un cadre. Il faut légaliser, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un cadre qui permet de dire voilà comment ça se passe, voilà comment ça devrait fonctionner, voilà les protections qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, si jamais il y a banqueroute, il y a personne qui protège. Et on est milliardaire aujourd'hui, on a zéro demain. Donc et ça c'est vraiment important. À partir du moment où il y a effectivement un cadre légal qui permet de dire, de déterminer les responsabilités, de déterminer le fonctionnement, le mode de fonctionnement et tout ce qui va avec, là effectivement on peut aller vers cette monnaie ou vers cette logique de Bitcoin. Mais en attendant, il y a aucune protection et moi je crois que l'office d'échange, aussi bien que le ministère de l'économie et des finances, enfin les autorités compétentes, sont dans le rôle de dire aujourd'hui au Maroc on n'est pas encore outillé pour utiliser cette monnaie virtuelle et il faut être vigilant et il n'y a aucune protection et il faut et on est dans notre rôle. Bon, mais franchement, est-ce que ça n'est pas tard comme réaction? On est 9 ans après la création du Bitcoin, Amine Dury. Non, aujourd'hui il aurait pu avoir un débat peut-être même public sur la table il y a quelques années déjà. Il y a 10 ans. $200 000 de transactions par jour apparemment, selon plusieurs experts de Bitcoin au Maroc. Aujourd'hui, comme avec les exemples que j'ai cités, on voit bien que c'est une véritable réflexion qui est menée à travers de nombreux États. Le Bitcoin, c'est quoi? Il faut être clair. C'est 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde. En 2019, aujourd'hui, on est à peine 1 million. L'année prochaine, on en espère 5 millions. Mais voilà, c'est pas non plus c'est pas une révolution de masse pour le moment. Il y a juste quelques personnes, quelques nerds informatiques qui aujourd'hui sont adeptes de ce genre de technologie. Mais les autres, la masse ne connaît pas encore le Bitcoin. Et il faut bien différencier, je le répète, le côté spéculatif du Bitcoin de la technologie qui est derrière. C'est ça l'avenir. C'est pas aujourd'hui la spéculation qu'il y a autour du Bitcoin qui est importante. Par rapport
à la BAM, il faut aussi rappeler une chose, c'est aussi le fait que le fait d'utiliser des bitcoins, on est on ne respecte pas la réglementation d'échange, parce que un bitcoin aujourd'hui c'est $8,000. Comment vous allez faire pour acheter $8,000 sachant qu'il y a une réglementation qui est en cours au Maroc? Tout simplement, la réglementation est claire, ça ne respecte pas la réglementation. C'est un rappel, la réglementation d'échange. Déjà, pour avoir un compte en devise, il faut répondre à un certain nombre de conditions. Pour avoir un compte en monnaie virtuelle, c'est encore plus compliqué. Mais là, c'est vraiment important. C'est aujourd'hui qui protège qui. Si jamais il y a défaillance, si jamais il y a malversation, si jamais il y a détournement, blanchiment d'argent, si jamais il y a blanchiment d'argent, on parle de financement d'opérations terroristes avec des bitcoins. Ce sont des questions qui sont importantes. Et 9 ans, oui, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu à l'échelle du temps pour évaluer effectivement l'évolution et le fonctionnement d'une devise. C'est vraiment important de prendre toutes les mesures et d'être vigilant par rapport à une évolution d'un tel procès de paiement, process de paiement dans un pays comme le nôtre. La question qui se pose maintenant, ce rappel et cette première sortie officielle des autorités sur le Bitcoin, $200 000 de transactions par jour de Bitcoin au Maroc selon certains experts, c'est tel quel qui avait fait une enquête il y a quelques jours de cela qui le relève. Interdiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller frapper à la porte de chacune des personnes, des Marocains qui utilisent, qui achètent du Bitcoin, Amine, ça va être délicat, ça va être difficile. Oui, effectivement. Et puis le principe des crypto-monnaies, c'est que c'est anonyme, très difficile, voire impossible d'identifier une personne qui utilise aujourd'hui ces crypto-monnaies. Sans compter, effectivement, mon collègue vient juste de le rappeler, que très souvent, les bitcoins et les crypto-monnaies sont associés justement au dark web, l'achat de produits illégaux, donc etc. Un web anonyme, qui est sans poursuite. Je vais même aller plus loin, si vous permettez. Ce sont quelques géants de l'informatique, c'est quelques génies de l'informatique qui s'amusent entre eux finalement. Hein. C'est pas plus que ça, moi je pense. $200 000, oui, mais qui est derrière? Est-ce que effectivement que représente cela par rapport à l'économie réelle? Peanuts. Non, moi je ne pense pas qu'il faut vraiment accorder de l'importance à ça. Plus que cela ne mérite, après que chacun prenne ses responsabilités. C'est interdit par la réglementation, comme beaucoup de choses. Après, ceux qui ne respectent pas la réglementation du pays, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ouais. Maintenant, il faut aussi voir les aspects positifs de la technologie. Je ne parle pas du Bitcoin, je ne parle pas de ce qu'il y a derrière, de la spéculation qu'il y a derrière. Mais je rappellerai par exemple qu'aujourd'hui, en termes de financement des entreprises, on parle de ICO, de financement de levée de fonds avec des Bitcoins que aujourd'hui les entreprises américaines utilisent. C'est-à-dire qu'il y a moins de réglementation, certes, mais on peut lever des fonds de manière beaucoup plus rapide, facile, et qui permet de financer rapidement les entreprises. Donc ça aussi, il faut voir cette réalité aujourd'hui. C'est pas quelque chose de complètement. On parle pas du futur, on parle d'aujourd'hui. Les ICO, c'est quelque chose qui existe. Certes, l'Union européenne a dit faites attention avec les ICO parce que il risque d'y avoir un risque majeur pour les investisseurs qui investissent parce qu'il n'y a pas de réglementation derrière. Mais le jour où il y aura une réglementation claire, ça peut représenter une vraie progression pour les entreprises. C'est terrible. Et puis qui achète et qui détermine effectivement le cours et qui garantit effectivement que ce cours va continuer. Aujourd'hui, les cours sont en train de grimper, mais les arbres n'arrivent jamais au ciel. Certains prévoient une baisse des cours du Bitcoin à partir de 2018. À un moment ou un autre, cette augmentation va s'arrêter et on rentrera dans un cycle baissier. Qui va garantir effectivement cette embellie de cette monnaie, de cette crypto-monnaie? Moi, je me pose un certain nombre de questions sur sa durabilité dans le temps. Un bitcoin aujourd'hui, donc $8,300. Il y a 16 millions de bitcoins aujourd'hui en circulation. Et il y aurait une limite peut-être à ces bitcoins. On parle d'un plafond de 21 millions de bitcoins utilisables. Amine Duri, pour clôturer ?
Oui, alors je voudrais juste dire une chose. Oui, on parle aujourd'hui de monnaie peut-être surévaluée. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que c'est corrélé à certains problèmes monétaires en Chine et en Inde. C'est aussi ça qui a fait grimper le cours. Maintenant, c'est comme pour tous les actifs monétaires ou financiers. Vous investissez dans une action, si ça se casse la gueule du jour au lendemain, il faut accepter les risques. C'est la même chose pour l'immobilier, c'est la même chose pour tous les sous-jacents dans lesquels vous investissez. Le risque existe, mais malheureusement, personne ne peut se prémunir contre une baisse d'un actif. Sauf que dans l'immobilier ou dans les devises légales, si je peux employer ce terme, la contrepartie est réelle. Aujourd'hui, vous n'avez aucune contrepartie réelle. Vous avez juste un papier qui vous dit vous êtes titulaire dans les livres d'une banque virtuelle d'un nombre, d'un montant de devises virtuelles. Donc vous êtes dans une sphère vraiment virtuelle. L'évolution du Bitcoin ne se fait que dans sa sphère. Et cette sphère est virtuelle. Un jour ou l'autre, il va falloir sortir du virtuel et avoir une contrepartie réelle. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et de toutes les manières, il n'y a pas de cadre réglementaire qui régit cela. On rappelle qu'il y a des banques, tout de même, dans des grandes capitales aux États-Unis ou en Europe, des banques où l'on peut retirer des devises étrangères grâce à son compte Bitcoin, tout simplement. Bon, c'est très rare. À Paris, il n'y en a qu'une seule, par exemple. Oui. Bon. Mais ça pose beaucoup de questions encore. Il faudra peut-être un débat national sur cette utilisation du Bitcoin. On n'a pas fini d'en parler, Bitcoin ou monnaie virtuelle. Merci beaucoup, messieurs. Amine Duri, responsable PME chez Inforisque, Saïd Terry, acteur de la société civile, directeur du cabinet de formation Demos Maroc. 9h57, vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Faisat Adlaoui à 10h. Le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.